Alors deuxièmement, loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors tout d'abord, sur le schéma, on n'a pas représenté, par souci de simplicité, de clarté, le rayon réfléchi. On ne voit que le rayon incident et le rayon réfracté. Et la première loi de Snell-Descartes nous indique que le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans un même plan, le plan d'incidence. Donc je rappelle que le plan d'incidence est formé à partir de deux droites, donc la droite qui est définie par le rayon incident et puis la normale. La normale, je rappelle que c'est une droite qui va être perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire à la surface qui sépare les deux milieux transparents. On trace une droite au point d'incidence. Le point d'incidence, c'est le point de contact entre le rayon incident et le dioptre. Et en ce point, qu'on va noter I, donc le point d'incidence, on prend une droite qui est perpendiculaire au dioptre et c'est la normale. Et donc ces deux droites, rayon incident et normale, définissent le plan d'incidence. Et le rayon réfracté, il va se propager dans l'autre milieu, donc de l'autre côté du dioptre, il va se propager dans le plan d'incidence. Alors maintenant, la deuxième loi de Snell-Descartes, mais pour la réfraction, qui va permettre de lier les angles. Angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident, qu'on va noter I1, et l'angle de réfraction, angle entre la normale et le rayon réfracté. Et bien la relation qui va lier ces deux angles I1 et I2 est la relation suivante, c'est N1 fois sinus de I1 égale N2 fois sinus de I2. Alors que représentent N1 et N2? C'est ce qu'on appelle des indices de réfraction relatifs au milieu transparent. Chaque milieu transparent a son propre indice de réfraction. Donc là par exemple pour le milieu 1, eh bien on va noter l'indice de réfraction N1 et il vaut 1. Pourquoi? Parce que c'est de l'air. Et puis pour le milieu 2, on va noter cet indice de réfraction N2, mais là, comme c'est pas le même milieu transparent, il a un indice de réfraction qui est différent, il vaut 1,5. Donc ça, par exemple, c'est caractéristique du plexiglas. Donc chaque milieu transparent a son propre indice de réfraction. Pour le vide, c'est exactement 1. Pour l'air, c'est très légèrement supérieur à 1, mais on confondra avec 1. Pour l'eau, ça vaut 1,33. Pour le diamant, qui est un des indices de réfraction les plus élevés, c'est 2,52. Et l'indice de réfraction, il traduit en fait les changements de la valeur de la vitesse de la lumière quand elle se propage dans un milieu, quand elle change de milieu de propagation. Donc par exemple, ça veut dire que si c'est 1, eh bien la vitesse de la lumière se déplace dans ces milieux à sa vitesse maximale, alors que dans l'eau, elle va aller 1,33 fois moins vite que dans le vide, et dans le diamant, elle va aller beaucoup moins vite puisqu'elle va aller 2,52 fois moins vite que dans le vide. Donc voilà, ce sont des nombres qui n'ont pas d'unité et qui traduisent la vitesse de propagation dans un milieu transparent. Alors vous remarquerez que dans la loi de Snell-Descartes, deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction, ce ne sont pas directement les angles I1 et I2 qui vont intervenir, mais les sinus. Donc il faudra utiliser cette fonction mathématique sur votre calculatrice et en vérifiant qu'elle est dans le bon mode. Donc par exemple, si vous notez l'angle I1 et l'angle I2 en degrés, il faudra utiliser la fonction sinus en mode degré de votre calculatrice. Et cette loi va permettre le plus souvent de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu. Donc par exemple, on vous donnera dans le problème l'angle I1, on vous donnera l'angle I2, on vous donnera l'indice de réfraction du milieu 1 et vous aurez à calculer l'indice de réfraction du milieu 2. Alors pour cela, un petit rappel mathématique. Si vous avez l'égalité suivante, A fois B est égal à C fois D, vous voulez isoler C, vous voulez calculer C à partir de A, B et D, eh bien vous écrivez que C est égal à A fois B divisé par D. C'est la même chose pour la deuxième loi de Descartes sur la réfraction. N1 fois sinus de I1 égale N2 fois sinus de I2. Si on veut isoler N2, eh bien N2 est égal à N1 fois sinus de I1 sur sinus de I2. Vous pouvez observer ici le phénomène de dispersion de la lumière blanche à l'aide d'un prisme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a éclairé avec un faisceau de lumière blanche une face d'un prisme avec une incidence, autrement dit un angle entre le faisceau et le prisme, donc bien défini, et on observe à la sortie d'une autre face du prisme la décomposition de la lumière blanche avec toutes les couleurs caractéristiques de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire les couleurs qui s'étalent donc de manière continue du violet
donc le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Donc cette décomposition de la lumière blanche en ces différentes composantes qu'on appelle des radiations, c'est ce qu'on appelle la dispersion et qui est faite ici à l'aide d'un prisme. Comment interpréter, comment expliquer cette dispersion de la lumière blanche dans le prisme? Bien, tout d'abord, c'est parce qu'il se produit deux réfractions. Une première réfraction lorsque la lumière passe de l'air dans le prisme, donc qui est un autre milieu transparent, et encore une autre réfraction lorsque la lumière passe du prisme dans l'air. Et il se trouve que l'indice de réfraction du prisme n'est pas le même pour toutes les composantes, pour toutes les radiations. Donc pour chaque radiation, eh bien l'indice de réfraction, il va varier. Si bien que l'angle de réfraction, d'une part sur la première face ici, ne va pas être le même pour toutes les composantes. Donc elles vont pouvoir être comme cela séparées. Donc parce que l'indice de réfraction est propre à chaque radiation, eh bien chaque radiation va partir dans sa propre direction. Pour le dire autrement, si vous voulez, la lumière bleue ne se propage pas à la même vitesse dans le prisme que la lumière rouge, si bien qu'elles vont prendre des chemins qui seront différents. Et ça va se voir de manière encore amplifiée à la sortie du prisme, et donc c'est pour ça qu'on va séparer, le prisme va permettre de séparer les différentes composantes de la lumière, et ces composantes, elles sont caractérisées par une grandeur qu'on appelle leur longueur d'onde.